rien, il lui a donné une instruction. Puisque si vous arrêtez à l'objet, l'objet c'est suspension. Non. Les ministres, pour s'adresser à leurs collègues, prennent langue avec le Premier ministre. Et le Premier ministre, à travers le secrétaire général des services du Premier ministère, adresse des lettres interministérielles. C'est-à-dire qu'il y a une réunion au Premier ministère. Si le ministre du Commerce a le sentiment que son collègue de l'agriculture et du développement rural va en marge des orientations et plombe l'action gouvernementale, il ne s'adresse pas à lui directement. Il s'adresse au Premier ministre et le Premier ministre fait instruction à travers son secrétariat général au ministre en question. Et c'est comme ça l'administration. Alors, ce qui se passe là, sans être... Vous n'avez pas besoin d'être... Je ne veux même pas savoir si le ministre de l'Agriculture, ce qu'il fait est bien... Mais c'est l'administration fondamentale. Alors, que va faire le ministre de l'Agriculture? Il va tout simplement ignorer poliment la correspondance à lui adressée par son collègue, qui n'en a pas qualité. Qui n'en a pas qualité. C'est donc une sorte de Capharnaüm. Et vous voyez pourquoi cette affaire, vous parlez de remaniement ministériel. Les gens estiment maintenant que comme ça n'arrive pas, chacun peut même être premier. Donc c'est le boulganjang. D'accord. Et on va peut-être reprendre justement la grande une du quotidien, le Messager, qui traite partiellement de cette actualité, importation du maïs, les épis charançonnés de Baïrobé. Et on va permettre également... Oui, permettez. Oui. Je ne souhaite pas que vous repreniez cette une-là. Je vais vous dire pourquoi. Parce que ça, c'est du journalisme à gage qui est fait là. Vous comprenez? Non, ne tombez pas. Vous avez vu dans les unes. Je n'interdis pas qu'on lise, mais ça, c'est du journalisme à gage. Parce que dès que vous lisez ça, vous lisez qu'on a déjà pris parti pour un des ministres. Oui. Non, on n'a pas pris. Vous voyez, c'est ça qui est le grand mal de notre journalisme aujourd'hui. On a pris, on dit déjà que les épices sont ceci de Baïrobé, au charançonné de Baïrobé, parce qu'on est à la solde de nos... Si c'est comme... Non, les unes sont... Ne leur donnons pas plus de visibilité dans leur travail là. Voilà. On parle de la correspondance. Si les épices sont charançonnés, est-ce à Luc Magloire Bargatangana de me faire remarquer en Baïrobé? Administrativement, non. Voilà. Administrativement, non. D'accord. Merci à la réalisation justement de remettre ou alors de diffuser justement cette correspondance du ministre du Commerce, agressé donc au ministre de l'Agriculture et du Développement Rural. Je vais démarrer avec vous, notable Guy Zogo, votre point de vue sur cette actualité. Tout à l'heure, lorsque nous prenions l'image du football et du coaching, vous voyez tout de suite, je vous ai dit lorsque je sortais de cette prise de parole sur le sujet que la piètre, et là c'est un doux euphémisme, qualité du rendu de l'équipe actuellement en place nécessite un mercato dans lequel on va remplacer tout le monde, à défaut de remplacer le coach lui-même, qui a rempilé, comme certains ont rempilé au Cameroun. Je préfère taire leur nom. Mais là, il faut qu'il change toute l'équipe. Parce que la difficulté avec ce genre de bêtises, parce que c'est de la bêtise, c'est que non seulement ça relève de la gesticulation institutionnelle, c'est-à-dire vouloir donner l'impression qu'on travaille alors qu'en réalité on fait du surplace, mais ça dénote d'un manque de coordination dans l'action gouvernementale, d'un manque de solidarité gouvernementale et d'une volonté d'exposer son collègue du gouvernement et même de le jeter à la vindicte populaire. Les presses les accompagnent déjà. Ce d'autant plus que celui qui adresse la correspondance, je doute fort que les 20 ans qu'il a passé à son ministère, si on lui demande de faire la reddition des comptes et de souscrire au devoir de redevabilité, je ne sais pas quels sont les objectifs qui lui avaient été assignés au départ et si ces objectifs ont été atteints. Le plus récent, c'est l'impôt substitution. Voilà, 20 ans plus tard. Et encore, j'ai toujours été clair, l'impôt substitution, c'est une connerie, c'est une escroquerie politique, parce qu'en réalité, il s'agit de management des avantages naturels comparatifs. C'est vieux comme le monde. Je suis désolé. On croit souvent qu'on invente l'eau chaude.
Quand on vient dire aux Camerounais import, substitution, ça ne veut rien dire. En réalité, il s'agit simplement de manager les avantages naturels comparatifs dans la géopolitique économique. Vous comprenez? Oui. C'est tout. Donc, lorsque quelqu'un s'amuse à faire ça, il vous montre simplement que l'équipe là, oui. Moi je peux prendre le ballon et aller m'asseoir dans un coin. Il dit que le match est fini. Il y a un tel autre qui peut tabasser son collègue en disant que bon, là où il... Parce que vous avez là un libéraux qui n'arrive pas à faire son boulot de libéraux, mais qui veut donner des leçons au gardien. Qui est gardien, qui est... C'est pour vous donner des... C'est une équipe qu'il faut changer entièrement à défaut de changer le coach. Et je veux que ceux qui nous gouvernent et qui à un moment donné se pensent insubmersibles comme le Titanic, le Titanic a coulé, leur comportement a déjà invité la mort comme arbitre du 10 matchs. Parce que le match, lui, va se tenir. Vous comprenez? Les institutions étaient là avant eux. Les institutions sont là pendant qu'ils jouent à leur jeu malsain. Oui. Les institutions seront encore là. Et au lieu d'organiser notre pays de manière à ce que le passage de témoins se fasse correctement, ils ont invité l'arbitre qu'on appelle la mort. Et l'arbitre qu'on appelle la mort a un problème. C'est que lui ne délivre que des cartons rouges. Avec lui, il n'y a pas de carton jaune. Donc, la seule chose que je voudrais dire aujourd'hui, que je pourrais dire à mon collègue, le président national du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, qui a l'obésité absolue dans toutes les institutions de la République, à toutes les strates, c'est qu'il est face à une seule alternative quand on voit déjà ce genre de débordement-là. Soit il va nous maintenir à la continuité en choisissant un de ses laudateurs qui joue le violon de la flatterie. Parce qu'on aime bien ça. La plupart des gens qui dirigent chez nous aiment les gens qui les flattent. Ils n'aiment pas ce qui leur dit la vérité. Le collaborateur qui vous dit non, patron ici, ce n'est pas bon, est rapidement chassé. Il a le choix entre choisir un de ses laudateurs et nous maintenir la continuité de la bêtise, soit opérer une césure idéologique, une rupture dans le paradigme de gouvernance et choisir quelqu'un qui, lui, est capable d'apporter de nouvelles manières de voir, de nouvelles manières de faire, qui peut innover dans la gouvernance. Vous comprenez? Parce que ça montre une seule chose. Notre pays va à volo. Et il va à volo pourquoi? Parce que vous réussissez à faire fonctionner au Cameroun sans conseil économique et social. Quelque chose qui a été consacré par la Constitution, qui est réglementé, où on doit désigner 150 compatriotes pour penser le Cameroun sur un siècle. Vous n'arrivez, le président de cette institution meurt. On ne le remplace pas. On vous montre que l'institution est moribonde. Arrêtez, elle ne vaut rien. Et si vous ne pouvez pas penser, j'ai un chef d'entreprise devant moi, mais notable, si vous ne pensez pas, vous voulez manager comment? Donc en réalité, nous sommes dans la navigation à vue. Et il est temps que toute l'équipe change. D'accord. Il est temps que toute l'équipe change, au notable Diouané. Nous sommes donc face à une friction, un petit choc, on va dire une fraction dans le gouvernement actuel. En fait, comment interpréter justement cette correspondance? Je pense pour ma part que les notables l'ont dit, il faut, la première chose, c'est qu'on tropicalise tous les concepts. Qu'on dirige nos pays à partir des valeurs qui sont les nôtres. Alors, je dis ça pour m'orienter vers un conseil de ministres, par exemple, qui aurait pu régler ce genre de problème. D'après ce que je crois savoir, le conseil de ministres réunit tous les ministres. Et les problèmes sont posés. Le conseil de cabinet. Voilà. Donc, s'il y a des blocages au niveau de l'action gouvernementale entre les ministres ou entre les administrations, ça peut être réglé. Alors, si se trouve, c'est pourquoi je dis convoquer nos valeurs, si se trouve que le conseil de ministres ne peut pas être présidé par le président, il peut déléguer les chefs supérieurs le faisaient. C'est-à-dire qu'il déléguait un certain nombre d'actions, mais il faut que le conseil de ministres puisse se tenir le plus régulièrement possible pour que les ministres puissent se parler directement sans passer par des correspondances qui finiront par être retrouvées dans des réseaux sociaux. J'estime que cette correspondance avait peut-être pour but d'interpeller un collègue, mais l'objectif n'était pas de la rendre public. Et là aussi, peut-être un coup de fil, une visite à un collègue ministre pour lui dire, bon voilà, on va dans cette direction, mais de ton côté, il y a un peu quelques trous dans la raquette. Est-ce que tu pourrais... Après ça, le notable a dit, allez, parfois on manipule aussi les concepts
pour faire plaisir. Que chacun dans son coin prend une formulation assez scientifique, mais qui résonne bien. Import, substitution. Le Nobel a dit ça, c'est des vieux concepts. Ceux qui ont fait un peu d'économie, ils ont compris depuis Ricardo et Adam Smith s'opposaient là-dessus, entre avantage absolu et avantage relatif. Concentrez-vous sur les éléments où vous avez de l'avance et travaillez dessus. Laissez des autres secteurs où les gens ont pris suffisamment d'avantages sur vous. On a le maïs. Est-ce qu'on a besoin d'importer le maïs? Il faut que des questions se posent. Mais à côté de ça, il faut aussi regarder le lobby des producteurs locaux. Il ne faudrait pas qu'ils nous empêchent d'importer le maïs pour nous asphyxier. Parce que si 1 kilo de maïs coûte 1000 francs, parce qu'il y a de l'import qui vient combler la demande, et qu'eux, ils font un fast-tout pour qu'on n'ait plus le maïs importé, et qu'on reste sur leur botte, et qu'ils aient la possibilité de nous vendre le kilo de maïs à 2500, le problème se pose. Je pense que ceux qui nous gouvernent ont une vue globale de la chose. Il faudrait qu'ils s'appuient là-dessus et qu'ils nous trouvent chaque fois des bonnes solutions en nous préservant des cacophonies comme celle-là. D'accord. Odile Sama, de votre côté, comment vous interprétez justement cette correspondance? Est-ce que c'est un manque de respect? En fait, Claudia, nous, en tant que jeunes, nous sommes habitués à voir les clashs, les buzz sur les réseaux sociaux. Et c'est pas ce que vraiment on attend de vivre par rapport à ceux-là qui sont censés nous diriger, nos aînés et tout. Ce qu'on aimerait voir là-bas, c'est vraiment le retour des valeurs, la présence des valeurs, c'est-à-dire le respect des institutions, le respect de la hiérarchie, la solidarité. Dans ce gouvernement-là, si ils sont tous en train de regarder vers la même direction, c'est-à-dire le développement du pays, le bien-être des Camerounais, je crois qu'ils peuvent trouver les moyens de s'entendre et de faire marcher les choses plutôt que des rapports de force comme cela se présente sur cette correspondance-là. Voilà. D'accord. Peut-être, Blériot Niemek, vous avez un dernier mot pour clôturer justement cette dénonciation, ce qui est à refaire. Oui, ce qui est à refaire. Claudia, je sais que vous nous accompagnez bien dans ce projet. Je souhaite que nous soyons un média impartial, équilibré. Que nous ne rentrions pas. Vous voyez, à peine la correspondance est sortie, on l'a glissé dans certains journaux. Pour commencer à charger un des ministres. C'est-à-dire que non, on te charge. On dit que ton maïs est charançonné. Vous voyez le maïs charançonné. Ça veut dire de Mbaérobé. Donc il apporte du mauvais maïs. Non. Restons équilibrés. Et dans l'équilibre de l'information, je le réitère, je ne veux pas savoir si le ministre Mbaérobé a tort ou raison, ou le ministre Magloire Bargatangana. Lui-même fait beaucoup d'importations, beaucoup trop même. C'est-à-dire on a dit qu'on devait lutter contre l'importation du poisson pour promouvoir la pisciculture. Il n'y a rien. On a parlé du riz. Le riz, c'est lui qui fait pour le riz là. Le riz n'est pas charançonné. Le riz. Lui fait beaucoup de. Il parle maintenant dans les importations de l'autre. Il dit que toi, il faut arrêter tes importations. Non. Tu veux lui parler, conseil de cabinet, ou directement, vous saisissez le premier ministre en attendant le vice-président et les fonctions qu'on va lui donner. Si ça se passe comme ça, ça n'arrive pas à nos oreilles. Arrêtez de manipuler. Parce que comme l'heure est arrivée là, on ne sait pas qui va sauter. Il faut déjà montrer que non, Claudia ne fait pas bien son travail. Parce que Madame Essama veut la place. Non. Fais ton travail aussi là-bas. Laisse le travail de Claudia. Celui qui juge va apprécier ce que Claudia fait et ce que tu fais. C'est tout. D'accord, c'est ce qu'il fallait donc retenir de la dénonciation du jour. Ce qu'il y a à refaire dans notre pays, le code d'accès lui reste le même. N'hésitez surtout pas à réagir. On va prendre une touche pause. On se retrouve juste derrière pour démarrer avec notre débat du jour. À tout de suite.
Votre petit écran, intelligence artificielle et sécurité routière, une révolution au Cameroun. On s'interroge ce matin. Il faut savoir qu'il y a beaucoup d'accidents sur nos routes qui racontent souvent chacune une histoire, imprudence, fatigue, corruption, absence de contrôle. Mais à l'ère de l'intelligence artificielle, une question demeure. Le Cameroun peut-il enfin utiliser l'intelligence artificielle pour sauver des vies? On va démarrer avec vous, notable Diwane. Que peut l'intelligence artificielle aujourd'hui pour le secteur de la sécurité routière? Merci d'inscrire cette thématique ô combien importante. Et je dirais d'entrée que ceux qui n'ont pas, et je pense qu'il n'y a pas beaucoup de Camerounais dans ce cas, ceux qui n'ont pas encore connu la tragédie de perdre quelqu'un dans un accident de circulation, il ne faut pas comprendre. Oui. Donc on me dit, mais est-ce que tu crois que quand quelqu'un meurt à l'hôpital, ça ne fait pas mal? Si, ça fait mal. Sauf qu'on a le temps de voir venir. Et on a une transition, on est un peu préparé. Vous imaginez, je touche du bois, vous sortez de ce plateau, l'homme de notables, et... Non, n'imaginez pas. Vous avez discuté, je n'ai cité personne. Non, n'imaginez même pas. Moi, personnellement, je l'ai connu plusieurs fois. Quelqu'un qui a peur de la mort sur les Non, il n'a pas peur de la mort, c'est qui va prendre la route, donc n'imaginez pas. Moi, je l'ai connu plusieurs fois, je me rappelle toujours cette douleur qui ne m'a jamais quitté. Oui. J'ai rappelé mon DCC. Quand j'installe l'entreprise au Cameroun, il est mon premier collaborateur, il est le directeur commercial, Moïse Yol, par son nom. Et c'est lui qui m'aide à monter toute l'entreprise. Il me connaissait mieux que mes propres couches. Et je me rappelle ce soir du 15 septembre, on est en 2015, on finit de travailler, on avait des bureaux à Loncat. Et puis il me dit, ouais, dépose-moi à Mboumanou Sapeur. J'ai un grand frère qui est arrivé, j'ai réservé son hôtel, je vais lui remettre le cas. Alors je le dépose, et puis moi je continue à la maison, j'arrive. Et son adjoint, c'était une dame. Entre nous les hommes, il peut m'appeler à 22h, il n'y a pas de souci. Et là, il est 21h30, c'est la dame qui m'appelle. Je vois son nom s'afficher sur mon téléphone. Je trouve bizarre qu'elle m'appelle à 16h là. C'est pas de coutume. Oui. Je décroche le téléphone. Elle me dit, patron, excusez-moi de vous appeler, mais Moïse a eu un accident et il est à l'hôpital central. Je récupère ma sacoche. Je me dis, c'est une histoire de sous. Il faut être là pour les premiers soins. Je vais rapide, mais quand j'arrive, je trouve d'autres amis qui sont là et je leur demande, mais il est où Moïse? 5 minutes plus tard, j'étais en train de me mettre à la mort. Je revois ses pieds qui étaient devenus tout blancs parce qu'il avait saigné. Et ça fait un choc auquel on se remet difficilement, même si on est entouré des psychologues qui nous aident. Et je raconte cette histoire chaque fois pour dire la nécessité de travailler, mais de travailler tout le temps dans l'amélioration de la sécurité routière, surtout dans notre pays, au Cameroun, parce que c'est des vies qui sont fauchées. On n'a pas le même système de protection que les autres. Chez les autres, quand vous restez sous le carreau, l'argent ne remplace pas. Mais vous avez des assurances qui permettent quand même que votre progéniture et vos familles restent quand même à ne pas avoir, en plus de la douleur de vous avoir perdu, et se tomber dans la mendicité. Oui. Donc, quand je dis ça, je dis donc qu'il faut désigner sur aucun moyen qui puisse venir améliorer les choses. Et l'intelligence artificielle, je pense à ma conviction, peut s'inscrire dans cette logique. Et le ministère des Transports l'a certainement bien compris. C'est pourquoi il a organisé entre le 29 et le 30 avril le premier forum national sur la sécurité routière, et où il était question de débattre sur l'apport de l'intelligence artificielle. Et pour une première fois, quand c'est bien fait, moi je dis c'est bien fait, on a vu rassembler autour des tables toutes les parties prenantes de la sécurité routière, le ministère des Travaux publics, le ministère de la Santé, le ministère des Transports, la gendarmerie, la police, les associations, pour qu'on essaie d'examiner ensemble quels sont les avantages qu'on pourra tirer de l'intelligence artificielle. Et je pense qu'il y a là une véritable aubaine. Elle ne fera pas tout, l'intelligence artificielle, loin de là, mais elle apporte des solutions qui jusqu'à aujourd'hui nous n'avions pas.
D'accord. La question est celle de savoir, notable Guy Zogo, si le Cameroun est prêt quand même à intégrer technologiquement l'intelligence artificielle dans la sécurité routière. Est-ce que c'est une technologie que nous on maîtrise déjà? Claudia, vous me voyez sourire. J'aime nos dirigeants, hein. Je les aime beaucoup. Oui. Et qui aiment bien châtient bien. Qui nous excusent un peu avec la gesticulation dans laquelle ils ont choisi de se vautrer là. Claudia, la route, c'est 5 choses. La route, c'est d'abord une infrastructure. Une infrastructure. Vous nous construisez des routes qui ne répondent à aucune norme. On a des routes dans ce pays qui n'ont pas de trottoir. Vous n'arrivez pas à entretenir ces routes, la maintenance de l'infrastructure. Vous avez des routes, vous avez inventé l'axe lourd. Moi, j'ai essayé de discuter avec des amis qui sont dans des écoles de BTP, d'ingénierie, de travaux publics ailleurs. Axe lourd ne veut rien dire. Alors, vous n'arrivez pas à avoir l'infrastructure de qualité. Vous n'arrivez pas à assurer la maintenance de qualité de l'infrastructure disponible. Ensuite, la route, c'est les acteurs de la route, c'est-à-dire ceux qui utilisent la route. Les piétons et les transports, les automobilistes, autant pour moi, merci madame. Maintenant, ces automobilistes-là, c'est les champions tout-terrain de l'incivisme. Parce que l'usage qu'ils font de l'infrastructure est catastrophique. Puisque vous n'éduquez pas les gens à l'utilisation de l'infrastructure. Parce que quand vous mettez des milliards de francs dans la construction d'une infrastructure, si elle obéit aux normes, vous devez éduquer les gens à la préservation de la dite infrastructure. Parce qu'elle doit pouvoir être rentabilisée sur des décennies, voire des siècles. La route, ensuite, c'est la sécurisation de l'infrastructure et de ses usagers. Et c'est là où interviennent les officiers de police judiciaire et les officiers de police judiciaire à compétences spéciales, ceux des transports qui cassent les voitures, les gens avec les gourdins. Alors, vous voulez nous parler de sécurité routière à un moment où on en est encore à faire du brigandage institutionnel, où un individu, utilisant les moyens de l'État, va s'embusquer dans un bosquet avec une caméra pour flasher un citoyen camerounais avec l'intention de lui extorquer 25 000. De quelle sécurité routière parlez-vous? Ensuite, l'infrastructure, ces utilisateurs et la sécurisation des deux m'entraînent maintenant à parler de ce que j'appellerais le caractère géopolitique de l'infrastructure routière. Si vous avez un axe qui va de N'Djamena à Yaoundé, ce n'est pas qu'une route. Ce n'est pas que les transporteurs sur la route. On peut attaquer Yaoundé en partant de N'Djamena en utilisant ce corridor. Ça veut dire que quelque part, il y a un enjeu géopolitique et sécuritaire national autour de l'infrastructure routière. Maintenant, la route, c'est aussi un patrimoine. C'est-à-dire que à travers la route, vous dites aux gens où vous voulez aller. Par exemple, si vous êtes des panafricanistes comme moi, vous devez pouvoir penser des routes qui permettent de relier toutes les capitales africaines dans la perspective de la construction des États-Unis d'Afrique. Nous, on n'arrive pas à construire des routes pour relier les capitales de la CEMAC. Là où je suis chez moi, à Kamesang, là-bas, les gens vous parlent d'import substitution. Mais Kamesang, c'est actuellement dans l'arrondissement de Monatélé le meilleur passage pour réduire le temps de circulation des camions entre Monatélé et Emmanuel. Mais Kamesang n'a pas de route parce que personne n'a pensé que pour rejoindre la nationale numéro 1, il vaut mieux travailler cette route-ci. Donc en fait, si on vous comprend bien, parce que si vous parlez des difficultés ou alors, on va dire quoi, je pose des préalables autour de cette actualité, je pense qu'on va passer toute une journée. Hein. Je pose des préalables. Oui, vous posez des préalables. Donc Claudia, pour vous, on ne doit pas parler d'intelligence artificielle tant qu'on n'a pas d'infrastructure routière. Allez-y. Oui. Est-ce que vous pouvez vous engager à poser la charpente d'une maison dont vous n'avez pas encore construit la fondation? Vous n'avez pas élevé les murs et puis vous levez un matin pour dire moi je vais poser la charpente. Vous posez la charpente sur quoi? Claudia, l'intelligence artificielle, c'est une science, c'est désormais une discipline à part entière des domaines des savoirs. Parce que l'intelligence artificielle, j'ai consulté mon conseiller spécial, il m'a dit c'est une discipline scientifique qui utilise des algorithmes et des données pour permettre à des machines de percevoir, raisonner, apprendre et agir de manière autonome afin de résoudre des problèmes
complexe. Toute la technologie qui sous-tend ceci, nous ne la contrôlons pas. On importe des cuits-dents. Vous pouvez me dire à quel moment est-ce que nous allons faire de l'intelligence artificielle un instrument de sécurité routière? Non, ce sera juste un élément de plus dans l'escarcelle de ceux qui sont des prédateurs de la fortune publique. Est-ce que pour vous, il n'y a pas des personnes compétentes qui peuvent saisir justement la portée de l'intelligence artificielle et permettre qu'elle puisse être utile à la sécurité routière? Il y a mon conseiller spécial, Gouet Patrick Armand, qui a la compétence. Mais est-ce que la auquel nous assistions tout à l'heure va donner la possibilité à des esprits comme cela d'accéder à la haute sphère de décision? Non. Le problème, ce n'est pas... Le problème au Cameroun, madame, ce n'est pas qu'on manque de compétences. Il y en a. Le problème, c'est que c'est les incompétents qui gouvernent. C'est les incompétents qui font le casting. C'est les incompétents qui prennent des décisions. Et par conséquent, ils pensent que le pouvoir de nomination du décret leur confère une certaine intelligence supérieure à celle des autres. C'est ça le problème. Il y a les intelligences. Mais je suis certain d'une chose, madame. Puisque c'est des marchés publics, puis ça concerne le domaine public de la gestion sécuritaire des infrastructures routières, vous allez trouver là-bas du copinage. C'est-à-dire qu'on va prendre des amis qui ont fait quelques petites écoles d'informatique là, ils vont vous bricoler un truc. Moi, je vous prends un exemple simple pour vous montrer à quel point, derrière la thématique, il y a un enjeu de souveraineté, la souveraineté du digital. Vous faites comment pour être un pays qui aspire à s'autodéterminer, mais vos cartes nationales d'identité sont fabriquées par une entreprise étrangère. Si vous n'êtes pas capable d'identifier vos compatriotes, vos concitoyens, vous allez sécuriser quoi? C'est une question simple. Donc, à un moment donné, il faut qu'on arrête de bluffer les Camerounais avec de nouveaux concepts creux. L'intelligence artificielle, il y a des gens au Cameroun qui ont la compétence pour la maîtriser. Il y a des gens qui sont capables d'en faire un outil de sécurisation routière. Mais avant de poser la charpente de la maison, s'il vous plaît, commençons par finaliser la fondation, élevons les murs, chaînons et maintenant posons la charpente. D'accord. Notable Guy Zogo, vous êtes en train de déconstruire justement le symposium qu'a organisé le ministère des Transports. Je pense que le notable Diwane, vous étiez en train de l'applaudir, mais aujourd'hui on se rend compte que l'intelligence artificielle, peut-être ça peut nous apporter beaucoup de choses, mais entre guillemets le Cameroun n'est pas prêt. En quelques secondes, vous rebondissez. En quelques secondes, je vais essayer, mais il faudrait être un peu plus large pour reposer le débat. Je comprends le notable. Alors, je le rejoins sur certains aspects, mais pour préciser, la sécurité routière, c'est trois choses. C'est trois piliers essentiels. D'infrastructure, il a dit, c'est la route, le véhicule et le chauffeur. Voilà les trois piliers. Et sur chacun des trois piliers, il faut mener des actions précises. La route, il l'a défini, mais moi, nous on dit, la route, principalement, elle doit être vue, lue et comprise. Pour voir la route, on n'a pas besoin de faire des miracles. On n'importe pas la technologie au Japon. Faites le cantonnage. Vous êtes sur l'axe lourd, vous avez une route qui a été rétrécie à cause des herbes. Faites le cantonnage. Ça donne de la visibilité. Elle doit être lue. Il faut qu'il y ait des panneaux. Il faut être matérialisé. Il faut qu'elle soit comprise. Ça veut dire que le conducteur doit pouvoir comprendre le langage de la route. Ensuite, vous avez des véhicules. Ils doivent répondre aux normes et être en bon état de fonctionnement. Je ne vais pas rester trop longtemps, mais si vous voulez, on pourra y revenir. Parce qu'on va me dire, on a un parc vieillissant, il faut interdire les voitures d'occasion. Absurdité, de mon point de vue. Il ne faut pas interdire les voitures d'occasion. Un ami m'a dit, faisons la prime à la casse. On ne peut pas. Elle répond à certaines préalables que nous n'avons pas. On a le marché, ça va. On n'a pas d'industrie. Et on n'a pas la filière de revalorisation, c'est-à-dire la filière de la casse. Si vous faites la prime à la casse, vous donnez de l'argent à l'industrie automobile des pays étrangers. Il ne faut donc pas arrêter d'importer des voitures. Il faut importer des voitures d'occasion. Mais il faut faire autre chose. Faciliter le remplacement du parc automobile en baissant la douane. Vous allez me dire, on va perdre des recettes douanières. Il faut les transférer dans la fiscalité du pétrole. Ce qu'on ne perçoit pas à la douane, vous allez me dire, le pétrole est déjà trop élevé. Mais on peut encore. Si je peux avoir une voiture à 1 500 000 et que je paye le carburant un peu plus cher, ça va. Je peux gérer mes économies. Lorsque mon véhicule sera à bout de souffle, puisqu'il ne me coûte que 1 500 000, je vais le renouveler. Mais si j'ai un véhicule à 4 millions parce que la douane me coûte 3 millions, ben je vais traîner ma vieille bicoque
jusqu'à n'en plus finir. Donc là, il y a des opérations à faire. Oui. Et derrière, il faut développer une filière de revalorisation donc, de la casse. Quand vous importez une voiture, quand vous payez la douane, vous payez par exemple 50 000 pour la faire démolir demain. Et ça crée des emplois, ça crée une autre filière. En fait, je vais plus vite. Il y a donc l'humain, le chauffeur, qu'il faut bien former. Et à chacune de ces étapes, on introduit l'intelligence artificielle. Pourquoi ? Ça va justement supprimer le brigand qui a le gourdin. On va revenir avec vous. Vous allez nous proposer, je sais c'est pas notre moi, pays, on achète le permis de conduire au Cameroun. des choses qui sont en train d'être faites. C'est pas dans les centres de visite technique. Hein. D'accord. On va permettre à ce téléspectateur de réagir. Bonjour Madame Claudia, c'est Gaël depuis Rome. Sincèrement, arrêtons de mettre la charrue avant les bœufs. Pour parler d'intelligence artificielle, il faut résoudre déjà le problème basique dont nous souffrons. Comment parler de l'IA alors que nous n'avons pas d'électricité, nous sommes encore dans les besoins primaires et nous voulons parler avec les autres qui ont déjà passé le cap. Désolé, mais je ne comprends vraiment pas notre pays. C'est donc Gaël qui nous écrit depuis la ville de Rome, Pierre Blériot-Niemec, sur la thématique qui nous rassemble ce matin. Intelligence artificielle, sécurité routière, une révolution au Cameroun. Quand on parle de révolution, on parle de changement, non ? Alors, j'ai suivi deux belles interventions. Une qui est celle d'un politicien. Ça, il faut le dire. Oui. Oui, qui est celle d'un politicien, qui est un homme de science, mais qui fait de l'idéologie. Au moment où, et c'est ça la posture du politicien. Oui. Et l'autre, celle d'un scientifique pur, qui ne se mêle pas de politique. Oui. Et votre dernière question m'a suscité le sourire. Oh, on n'a pas encore ceci, il ne faut pas l'intelligence artificielle. Dans la discipline que j'ai faite, la philosophie, il y a une branche qui s'occupe des sciences, on l'appelle l'épistémologie. On avait posé une problématique. Est-ce qu'il fallait que nous ayons les téléphones portables alors que nous n'avions pas la technologie avancée qui permettait quand les téléphones portables arrivaient? Claudia, quelle est votre réponse? Est-ce que vous avez la technologie qu'il faut pour avoir les téléphones que vous avez là? Non, du tout. Pourquoi vous les avez? Il faut les remettre. Le jour où on va atteindre cette technologie, on prend les téléphones. Non, les épistémologues, philosophes disent quoi? Quand vous avez un retard industriel, vous prenez les outils de l'industrie d'abord. Oui. Vous ne pouvez pas les refuser. Et vous commencez à essayer de les comprendre. On se comprend? Oui. On pouvait dire que l'Afrique reste en dehors des téléphones, puisque nous, on n'a pas encore la tam-tam. On a le tam-tam. Si on veut envoyer une nouvelle, on tape comme avant. Non. Malheureusement, ce que nous avons fait, et nous avons des enfants africains aujourd'hui qui font du téléphone des choses extraordinaires. Bien sûr, bien sûr. Ils sont nés quand le téléphone était déjà là. Ils ne sont pas comme moi, qui suis né avant le téléphone. Eux, ils sont venus trouver, et les enfants des Blancs n'ont aucune avance sur eux. Et puis, mieux encore, quand ils fréquentent encore là-bas, ah ben ils reviennent ici, c'est des hyper génies. Parce que la technologie n'est pas dans le sang. Non, 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 non. Il n'y a pas un peuple qui porte la technologie. Vous comprenez? Vous faites naître votre enfant là maintenant, Claudia, bim, vous l'envoyez en Chine dès sa naissance. Oui. Il travaille avec les enfants chinois, il revient, vous ne reconnaîtrez plus votre enfant. Oui. Il aura le même niveau que ses camarades chinois en technologie. Et quand il va parler aux autres Camerounais, Africains, ils seront perdus. Donc on ne peut pas attendre. Et la deuxième observation, c'est sur la sécurité. Oui. Le politicien n'a pas remis en cause la sécurité. Pas du tout. Non, la sécurité ne peut donc pas être la charpente d'une maison. C'est là où la compare. C'est-à-dire que dès la fondation, vous devez mettre la sécurité. Bien sûr. À chaque étape, c'est-à-dire à partir des chaussures que vous devez porter pour aller sur un chantier, ça doit être des chaussures qui vous sécurisent. Et si on fait la dalle, vous devez avoir un casque sur la tête. Oui. Parce que les débris pourraient sauter. Vous voyez, et il y a une sécurité finale quand vous avez fini avec votre maison, les caméras de surveillance et tout. Encore que même les fils de certaines caméras de surveillance, on les passe pendant qu'on fait ces travaux. Donc, de mon point de vue, la sécurité va dans le même temps que les infrastructures même qu'on construit, que les utilisateurs. Il faut nous sécuriser parce que moi, je pense même que la sécurité doit prendre le pas. Pourquoi? Comme nos infrastructures posent problème, comme elles ne sont pas de qualité, comme vous le dites, comme nos usagers
n'ont pas été suffisamment formés. Accélérons la sécurisation pour réduire le risque d'accident. Parce que nous perdons dans les accidents. Si un chauffeur dit « Ah, moi je m'en fous de la sécurité routière parce que la route est mauvaise. Ah ben attends, tu aggraves ton risque toi-même. Tu aggraves le risque des autres. La route est mauvaise. Jouons au moins... misons davantage sur la sécurité. Et je sors en disant, sur la question de l'IA, quand on m'a parlé de ça la première fois, Claudia, j'ai dit aux gens, non, vraiment, il faut nous enlever ça et tout. Non, 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 non. Il faut faire venir rapidement l'IA. Mais il faut organiser l'IA. Vous savez pourquoi? Non. Je n'autorise pas que les petits-enfants utilisent l'IA comme instrument de réponse aux questions. Il faut que nos enfants soient formés, comme nous avons été formés, ensuite qu'on leur donne l'IA. Nous qui ne nous formons plus, entre guillemets, moi je continue, nous devons, c'est comme l'école des vieux. Oui, quand tu as dépassé tes performances, tu les augmentes, non? Oui. Attends, pourquoi tu augmentes tes performances, tes qualités? Tu parles très bien, tu as une bonne diction. Si une définition te manque, tu la cherches où? Mais est-ce que tu la cherches, non? Tu vas dire que non. L'IA, je retarde l'IA. Même comme je ne connais pas la définition, si le jour où on va atteindre le niveau de l'IA, je vais chercher la définition. Nous devons nous adapter. Une fois que tu as utilisé l'IA de manière sage, aujourd'hui l'IA m'a donné la définition. Je dois la garder, n'est-ce pas? Demain, je vais l'utiliser. Vous voyez que je comble le gap de mon ignorance avec ceux qui connaissent. Donc, je pense qu'en même temps que nous allons résoudre les problèmes énergétiques, pour que Internet, les problèmes d'Internet, vous avez vu la fibre optique a dit que tout cela, nous devons rattraper la technologie là où elle se trouve déjà et commencer à nous arrimer. Et sur la question de la sécurité routière, et je crois avoir bien compris, si l'intelligence artificielle agit, les individus agissent moins. Il y a dématérialisation des rapports entre l'utilisateur de la route et les autres individus. Du coup, on ne va plus rencontrer donc des gars qui ont des gourdins. Moi, je crois même que l'administration va fuir l'IA parce que l'IA va dématérialiser. Et tu ne vas plus me rencontrer. S'il faut même payer. Vous voyez, ils ont refusé les péages automatiques. Parce que ça devait faire que les individus quittent la route. On devait payer on doit payer automatiquement. Et l'IA peut nous trouver des formules pour payer. Alors que quand tu arrives devant le péage automatique, si tu as l'ancien ticket. Bon, l'IA... Il ne faut pas continuer, c'est bon. On ne continue pas parce que Intelligence... Ça, c'est l'intelligence naturelle. D'accord. Intelligence artificielle et sécurité routière, une révolution au Cameroun. Et parlons justement de la sécurité routière au dit récemment. On voit ce que l'IA arrive déjà à réaliser en termes de prouesse. Par exemple, aux États-Unis, on voit des véhicules sans chauffeur. Est-ce qu'on peut valablement espérer que cela arrive au Cameroun? L'IA, c'est quelque chose à définitivement intégrer dans tous les domaines en fait. L'IA permet de gagner en temps, un temps énorme, des choses qu'on faisait parfois en 3-4 jours, on arrive à le faire juste en quelques minutes grâce à l'IA. Donc l'IA, c'est important de l'intégrer. Et là, vous avez parlé des États-Unis, mais tout à côté, au Rwanda, par exemple, il existe déjà dans des carrefours des caméras intelligentes qui arrive à détecter lorsque vous grillez un feu rouge, et lorsque vous avez un téléphone, vous êtes au téléphone, et tout ça, vous allez payer des contraventions. Donc, il n'y a même pas un gendarme là, mais on vous flash au niveau des carrefours. Et ça, c'est très, très important. Ça amène un peu... Ça et là, tu ne peux même pas discuter. Hein. Voilà, tu peux non, pas mais discuter. le problème, comme le disait le notable Guizogo tout à l'heure, l'incivisme des Camerounais, même si on installe des caméras intelligentes, on te flash.
Est-ce que ça va faire quelque chose à ce moment-là? Tu vas payer, maman. Bien sûr, tu vas payer. Tu vas payer. Et là, quand on touche à ta poche, forcément, tu vas t'assagir. Et donc, c'est très, très important d'utiliser ces outils. Ça va dissuader de beaucoup de choses. Parce que le véritable problème, au Rwanda, on le fait, pourquoi pas au Cameroun? Le véritable problème des Camerounais, justement, c'est l'incivisme, c'est les mentalités qui ne veulent pas vraiment progresser. Et il faut à un moment qu'on utilise des solutions drastiques pour vraiment ramener les gens à l'ordre, parce que c'est dans la discipline qu'on peut véritablement bâtir une nation. D'accord, c'est dans la discipline qu'on peut véritablement bâtir une nation. Je reviens avec vous, alors je reviens vers vous, notable Diwane. Notable, et ça m'a parlé déjà des outils avec les caméras intelligentes. Qu'est-ce que vous, en tant que, je vais dire, peut-être technicien dans ce domaine-là, qu'est-ce que vous proposez pour justement pallier aux différentes difficultés qu'on a sur la route aujourd'hui? Je répondrai à cette question en me cantonnant dans le domaine précis qui est le mien, c'est-à-dire celui de Kodo Rousseau, dans le vaste champ de la sécurité routière. On a une maîtrise, une vue globale, mais on s'occupe beaucoup plus de la formation. Et je reviens là-dessus parce que c'est vous, notable, qui a dit qu'on achète des permis au Cameroun. On achète des permis au Cameroun. On achète des permis au Cameroun justement parce qu'on n'a pas intégré ces outils. Lorsqu'on aura intégré ces outils, l'achat du permis ne sera plus possible. Parce qu'on aura suffisamment dématérialisé et on aura de moins en moins l'intervention des humains. Alors, en formation aujourd'hui au Cameroun, on a un gros problème. Un gros, c'est que la formation n'est pas homogène. Elle n'est pas traçable. Et comme elle n'est pas homogène, n'est pas traçable, on ne peut pas l'évaluer. La conséquence de l'argument d'homogénéité, c'est que nos routes sont des tours de Babel. Chacun parle une langue que l'autre ne comprend pas. Le chauffeur du camion, quand vous le croisez, vous le suivez à l'axe d'eau, il vous met un clignotant à gauche. C'est pour vous dire que passez. Vous pouvez passer. Alors que vous avez été formé en vous disant s'il met un clignotant à gauche, ça veut dire que n'y allez surtout pas. Parce que lui, soit il va aller de ce côté, soit il va de toutes les façons. C'est au Cameroun, ça. Dans la règle, quand vous suivez un véhicule qui vous met un clignotant à gauche, vous vous abstenez à le dépasser. Parce qu'il va déboîter. Les chauffeurs de camions qui ont été un peu formés utilisez ça pour vous dire que, en fait, vous mentir, vous dissuader que je vais déboîter, n'allez pas, parce que devant, il a vu qu'il y a un autre camion qui arrive. Il y a danger. Vous avez été mal formé. Quand lui, il le fait, vous, parce que vous croyez qu'il est en train de vous dire que, bon, vous pouvez passer. Et là, quand vous allez devant, vous croisez un camion comme ça, dit que, mais les gars, ils sont méchants. Donc, on est face à cette tour de Babel où chacun parle un langage différent des autres. Il faut homogénéiser la formation pour qu'on ait les mêmes compétences. Il faut qu'elle soit tracée. Alors, quelqu'un me disait qu'à Yaoundé, dans le Fundi, on a, le ministère du Transport a un agent qui est chargé de contrôler toutes les auto-écoles et se rassurer que chaque apprenant suit sa formation. C'est quasiment impossible. C'est notre pays. Vous mettez donc l'IA. Alors, c'est ce que nous on fait. C'est-à-dire que demain, la formation à l'auto-école ne vous oblige plus d'aller tout le matin à votre auto-école. On vous dit vous avez 40 heures de cours théoriques, vous en ferez 10 en présentiel et vous en ferez 30 en différentiel. Vous pouvez être à la maison, au village, n'importe où, sur votre smartphone, vous faites vos cours, vous faites vos exercices et il y a une remontée chez votre moniteur à l'auto-école qui peut vous suivre, vous guider et réajuster votre formation. Et tout est tracé. Et vous avez donc un suivi traçable. Ça veut dire qu'on peut donc savoir que Claudia s'est inscrite à l'auto-école de telle période à telle période, elle a suivi tel cours, telle leçon, et elle est apte aujourd'hui à pouvoir se présenter à l'examen. Et quand vous vous présentez à l'examen, là encore on introduit l'IA. Ça veut dire que vous n'avez plus une feuille où vous allez cocher les réponses et que le notable Hugo va corriger et il va se rappeler, ah oui,
Claudia, j'étais sur son plateau, elle a été très gentille. Je pense qu'il faut quand même que je fasse quelque chose. Oui. C'est l'IA qui... Enfin, quand on dit l'IA, c'est un terme assez généreux où on met tout. En fait, l'IA, c'est juste comme elle a bien défini, la faculté qu'on donne à la machine d'agglomérer plusieurs informations et de nous donner une réponse rapide. La machine va donc savoir que, oui, Claudia, elle a fait sa formation en telle auto-école, elle a fait tel nombre de leçons qui lui étaient demandées, donc elle est qualifiée à se présenter à l'examen, elle a eu tel résultat. Et cet outil va vous suivre durant toute votre vie d'automobiliste. C'est pourquoi le notable me disait, lorsque vous a flashé, vous allez payer. Vous allez payer parce que l'IA peut même analyser des circonstances atténuantes en disant, si on lui demande de le faire, c'est la première fois que Claudia viole un stop. Bon, on va la laisser pour cette fois-ci, on va pas être... Mais on va lui envoyer un message quand même lui disant, attention. Sensibiliser. Et ça va rester dans la base de données. La prochaine fois, il n'y aura plus moyen de dire que non, en fait, voilà où l'IA va nous aider. Alors, est-ce que les Camerounais ne vont pas réussir à corrompre l'IA? Ça, c'est la bonne question. Oui, je nous connais. Parce que là aussi, les gens on peut dire que les cas d'identité sont faits ailleurs. Mais moi, par exemple, je suis représentant de Corozo. On apporte l'architecture, l'élément qui avance. Mais qui est-ce qui pilote? Vous croyez que les techniciens, on les recrute? On les recrute. Ça permet de former d'ailleurs des compétences locales. Est-ce qu'on a la possibilité de corrompre l'IA? Ça va être compliqué parce que justement, on va segmenter. Il faudra peut-être mettre des robots à la place des humains. Non, c'est des humains. Mais il faudra une association de malfaiteurs pour faire quelque chose. C'est-à-dire que chacun de nous a une parcelle de code qu'il va valider pour agglomérer le système. Pour qu'on fasse passer Claudia, il faudra que nous tous, on s'entende et que chacun fasse sa part. On n'aura donc plus de notable Niémec tout seul qui va décider que bon, allez, je la laisse passer. Elle devient la présidente du tribunal. Et du coup, et puisque nous tous, nous ne serons jamais dans la même salle, il sera difficile pour nous de nous associer, de nous entendre pour mener de telles actions. Mais au-dessus, on a le chef d'orchestre qui est l'administrateur, qui a une vue globale de la situation et qui peut nous demander d'amener des actions dans un sens ou dans un autre. D'accord. Notable Guizogo, quand vous écoutez justement les analyses du notable Diouani, est-ce que vous croyez vraiment aux résultats probants quand on parle d'intelligence artificielle et la sécurité routière au Cameroun en quelques minutes? Moi, je suis un homme politique. Et je suis un homme d'État, c'est-à-dire un homme politique qui est beaucoup plus préoccupé par les prochaines générations que par les prochaines élections. Ce qu'elle dit est très beau, c'est technique, mais ça se passe en aval. Claudia, la corruption est un mode de production idéologique. Et en l'espèce, nous sommes en plein néocolonialisme. Vous parlez d'association de malfaiteurs. Le système qui nous gouverne est un système mafieux. Le système qui nous gouverne est un système mafieux. Je vous garantis qu'ils vont trouver le moyen. L'IA, on n'est plus au niveau où on attend que l'IA va arriver. L'IA est déjà là. L'IA est dans nos téléphones. WhatsApp a l'IA. Donc, ce n'est pas là le problème. Le problème, quand j'ai pris la parole, je vous ai dit, la route, c'est d'abord une infrastructure. La sécurité commence par sécuriser l'infrastructure routière. C'est-à-dire qu'au moment où vous construisez une route, vous la sécurisez avant même qu'on l'utilise. C'est là où ça commence. Et c'est là où la corruption entre en jeu. Parce qu'on nous sort de mauvaises routes. Première chose. Deuxième chose. Lorsque les gens utilisent cette route, il y a un minimum de civisme dont ils doivent faire montre. Vous savez ce qui se passe dans les stations de paysage au Cameroun, où les gens détruisent nos routes avec des poids lourds en surcharge. La corruption qui se passe au niveau du paysage fait que le gars est en surcharge et détruit la route. La maintenance de l'infrastructure. Maintenant, en ce qui concerne les utilisateurs de la route, vous ne pouvez pas, dans un système aussi corrompu, me dire que l'IA va venir résoudre le problème des centres de visite technique, de l'attribution des permis de conduire, de l'utilisation de la route comme une décharge d'ordures domestiques et industrielles, de la route comme un lieu de marché. Les routes sont devenues des endroits où on fait le marché. D'accord? Ça fait partie de la sécurité routière parce qu'il n'y a pas que le conducteur, il y a le piéton. Vous ne pouvez pas circuler sur certaines routes parce que les gens ont occupé une partie de la route avec leur véhicule.
Une partie de la route avait leur commerce. Une partie de la route avait les décharges d'ordures. Le piéton est un acteur de la sécurité routière. Maintenant, il y a l'État. Et les 3 personnes que vous verrez au niveau de l'État, ce sont les gens qui sont dans les péages et les pésages. On sait ce qu'ils y font. Quelqu'un a parlé des viandiers tickets ici. Il y a les stations de pesage. On sait ce qui s'y passe. Maintenant, il y a les OPJ à compétence spéciale, les OPJ, les gendarmes, les policiers qui font le contrôle. Quand un individu s'embusque au risque de se faire mordre par un serpent dans un bosquet, avec pour seul objectif, en complicité avec ceux qui sont devant, de vous flasher parce que demain on va aller vous extorquer. C'est une extorsion. On va vous extorquer 25 000 francs. Ça fait partie de la sécurité routière, monsieur. Parce que ces comportements génèrent des réactions chez les automobilistes qui commencent à faire quoi? On sait qu'à tel bosquet, il y a un gendarme qui a son appareil photo, on ralentit à son niveau et puis on rattrape en accélérant plus loin. Avec le risque d'accident qui est donc. Le problème ici, c'est d'abord la mentalité du gouvernant qui doit faire de la pédagogie par l'exemple. Oui. Si le gouvernant arrête d'être un prédateur de la fortune publique et sécurise l'infrastructure, puis forme les utilisateurs de l'infrastructure, puis prend conscience de l'aspect géopolitique et civilisationnel de l'infrastructure, l'IA va seulement devenir un instrument d'accompagnement dans l'amélioration de la sécurité routière. Parce que ce n'est qu'un élément de la sécurité routière. Donc je sortirais simplement en disant, comme disait le notable Niemek tout à l'heure, la sécurité prime sur le confort. Mais cette sécurité commence déjà par l'élément lui-même, la route. Donc, moi, ce que je voulais dire à mes collègues, les hommes politiques qui gouvernent le pays, actuellement qui ont les leviers du pouvoir, c'est que c'est bien beau de faire des séminaires, des colloques et tout ce que, je ne sais pas comment vous appelez ça, parce qu'ils sont très forts pour inventer des concepts où on mangeait de l'argent de l'État. Mais il faut que les gens comprennent que, comme il a dit, la technologie nous a déjà trouvés. Nous devons simplement nous l'approprier, la cerner, maîtriser ses arcanes et l'utiliser en notre faveur. Sauf que il faut qu'on sorte du paradigme gouvernant actuel qui voudrait que chaque nouvel instrument est utilisé uniquement dans le but de prévariquer, de voler l'argent de l'État. Si on sort de cette logique-là, là on va donc commencer à utiliser les instruments technologiques pour le bien des populations. Parce que c'est en fait ça la finalité, le bien des populations. D'accord. Notable Niemek, que manque-t-il finalement, parlant justement de la sécurité routière et de la révolution en termes d'intelligence artificielle, que manque-t-il aujourd'hui pour faire de cette révolution une réalité? Alors, je crois que nous sommes tous tombés d'accord sur l'urgence de notre sécurité, sur le caractère impératif de cette sécurité-là. Tous les éléments qui peuvent accélérer notre sécurité, nous devons les prendre en compte. La dame, Madame Essama, vous a indiqué qu'au Rwanda, oui, mais il n'y a pas que le fait de vous flasher. Aujourd'hui, en Chine, on va jusqu'à être incapable d'arrêter votre véhicule. Oui. Vous voyez? C'est-à-dire, vous circulez, si on estime que la vitesse est trop grande, on peut arrêter le système de votre véhicule. On peut même programmer votre véhicule pour qu'il n'aille pas au-delà d'une certaine vitesse. Ça, oui, c'est trop bon. On ne peut pas se... Vous voyez, vous refusez, maintenant vous voyez que... des fois, quelqu'un conduit, tu dis Seigneur. Seigneur, qui peut arrêter? Je me dis que dans ma tête, comment on va faire pour atteindre cet idéal? Non. Il faut on n'a même pas... C'est donc ça. Non, c'est-à-dire que l'IA peut programmer certains véhicules. Moi, j'avais reçu un véhicule que j'avais acheté de Dubaï. Alors, j'ai constaté que je ne pouvais pas aller à plus de 120 à l'heure, alors que le compteur allait jusqu'à 200. Alors, j'ai cru que c'était une panne. Je suis allé en Vogada, les gars de Vogada, eux, ils disent qu'ils connaissent tout. Après, je me suis dit, non, un véhicule d'une telle valeur, on n'amène pas à Vogada. Je suis arrivé à la Camille, on me dit, non, c'est une restriction. Elle est dans le système. On peut l'enlever, mais c'est pour la sécurité. On a estimé que ce véhicule va déjà suffisamment vite. Alors, on l'a programmé ainsi. Vous voyez? Donc, on peut, au lieu d'écrire avec la main, pas plus de tel 60 km à l'heure, non. On peut programmer les véhicules en fonction des routes,
en fonction de la densité de la circulation et nous obliger. Vous voyez, donc finalement, l'IA va venir nous discipliner. Quand tu as un chauffeur devant toi qui veut faire une bêtise, l'appareil lui parle. Que non, ce que tu veux faire là, c'est pas bon. C'est pas bon, c'est pas bon. Et il ne va pas dire qu'il ne savait pas. Donc, moi, je ne suis pas contre. Il y a même des chauffeurs qui veulent dormir. Il faut introduire des technologies, parce que moi, je n'aime pas voyager seul. Et ça, je ne sais pas pour ce qu'il en est des autres chauffeurs, ça donne de l'insomnie. Oui, c'est vrai. Alors, si vous avez un compagnon qui peut vous dire, parce que l'IA va très loin, l'IA peut échanger avec vous. Oui. Je ne prends même pas pour exemple le fait que l'IA a créé maintenant les partenaires sexuels. C'est-à-dire que vous, si les filles vous dérangent trop, vous voyez les gens de l'IA, on vous donne votre poupée et tout ça. Non, pas seulement la poupée, c'est-à-dire que vous avez un personnage virtuel que vous considérez comme votre partenaire. Vous êtes déjà à ce niveau. Non, Parce que vous semblez connaître. J'ai vu un documentaire là-dessus et j'étais estomaquée que... Mais c'est pas mauvais. Parce que les gens nous trahissent tellement que si ton partenaire virtuel, au moins lui, il est là. Il est fidèle, ça y est. Tu ne crains pas qu'on te fasse le tapé d'eau. Oui, par exemple. J'avoue que l'IA, ça va très loin. Alors, vous comprenez que nous ne pouvons pas être en marche. On peut pas être. On va aller avec et on va s'améliorer, on va s'adapter, on va se moderniser. Moi, quand j'avais acheté le premier téléphone à ma grand-mère, elle m'avait dit non, elle ne peut pas utiliser le téléphone. Mais avant sa mort, elle manipulait déjà très bien le téléphone. La technologie est inscrite même dans nos gènes finalement. C'est-à-dire qu'à force de toucher cet instrument, vous connaissez beaucoup de vieux qui ne savent pas lire, mais qui utilisent le téléphone, non? Non, mais pour la petite histoire, j'ai quand même acheté un téléphone Android à mon grand-père qui n'en avait jamais utilisé depuis qu'il est né. Et apparemment, le téléphone a des petits soucis. Je vous assure que je ne respire plus. Non, il t'appelle à chaque fois. Non, il m'appelle à chaque fois que j'étais déjà habituée. Je vois les trucs circuler sur Facebook, je n'arrive plus. Donc, je pense que cette semaine, il faut lui acheter un téléphone. Sinon, il ne regarde même plus la télé. Voilà. C'est fini avec la télé. Voilà, il est des Android. Je dis à 3h du matin, il est là, il cherche le réseau comme il est au village. Voilà, donc tout le monde va rentrer dans Tout le monde va rentrer dans ma maison. Odile et Sama, que doit-on retenir pour clôturer cette thématique? Tout simplement que si on parle de sécurité routière, ce sont des vies qui sont des vies humaines et une vie humaine, ça coûte énormément. Et donc, tout ce qu'on peut mettre en jeu pour que les gens arrêtent de mourir sur les routes. Il y a le notable qui a partagé son témoignage. Moi, j'ai un grand frère que j'ai perdu sur la route de Mbalmayo un matin de l'année 2011. Et c'est vraiment un choc. Et donc, s'il y a quelque chose qui peut être fait, parce que derrière quelqu'un qui perd la vie, il y a une famille, il y a des enfants qui vont perdre leur papa. Il y a, voilà, c'est tellement de pertes qu'on ne saurait convertir en termes d'argent. Donc, même si l'IA nous coûte quoi, même si construire les routes nous coûte quoi, les routes avec des normes, il faudrait que nous puissions mettre tout en jeu pour éviter que les gens meurent sur la route. D'accord. Pour clôturer, notable Diwane, est-ce que vous prenez quand même en compte que vous serez confronté à certaines difficultés pour implémenter l'intelligence artificielle dans la sécurité routière en quelques minutes? Ces paramètres sont pris en compte et on les a même devancés. Aujourd'hui, l'université de Buea a servi de phase pilote parce qu'ils ont développé chez eux, à ce sein de l'université, ce n'est pas une faculté mais un centre de recherche en sécurité routière. Et ils nous ont fait appel pour qu'ils soient équipés aux normes modernes. Et ça fonctionne super bien. Donc si ça fonctionne à Buea, on peut le dupliquer dans tout le pays. Non, mais je reste sur ma faim parce que vous ne nous avez pas dit concrètement ce qui est fait. Quels sont les outils que vous proposez dans la sécurité routière? Alors, avec l'intelligence artificielle. Surtout dans la formation. Oui. Je les ai décrits tout à l'heure, je dis comment va se dérouler la formation de demain. Vous ne serez plus obligé d'aller à l'auto-école pour vous asseoir et écouter une dictée. Vous avez tout sur votre téléphone. Et l'IA, ceci de particulier, en fait, c'est pourquoi ça me fait peur parfois. Parce qu'on muscle l'IA. C'est au fur et à mesure que vous l'utilisez que le système vous reconnaît. Donc, quand vous allez commencer à le former sur le code de la route, avec l'IA sur votre téléphone,
le système reconnaît vos failles et vos points forts. Donc quand il vous demande de faire un exercice de 40 questions de fameux QCM, le système sait que vous êtes déjà assez calé sur tel chapitre. Et il va vous faire travailler plus sur vos faiblesses, ce que votre moniteur ne peut forcément pas faire. Alors j'ajoute autre chose, quand vous faites des cours de conduite à Yaoundé, là aussi l'IA intervient. En force de l'utiliser, le système sait, par exemple, que vous grillez régulièrement le feu rouge. Donc, quand vous prenez la voiture avec le moniteur, il vous lance une leçon de conduite. C'est l'IA qui définit votre trajet. Donc, il vous dit, démarrez le véhicule, allez tout droit. Et puis, à un moment, on vous dit, allez à gauche, tournez à droite. En fait, il vous amène sur des trajets comportant des difficultés auxquelles vous devrez faire face pour acquérir des compétences. Donc, on n'est plus sur la campagne, la promotion, la campagne avec les automobilistes, la formation avec les automobilistes. Comme solution. Comme solution, justement, à la sécurité routière. Oui, la formation, moi je dis, la formation va rester celle de l'auto-école. Oui. Mais l'outil est accessible à l'auto-école pour vous accompagner. Je ne sais pas si je réponds à votre question. Au lieu que le moniteur analyse, se demande est-ce que Claudia a déjà fait le démarrage en côte. L'outil lui donne l'information. Oui. Depuis que Claudia a fait, elle a droit à 20 heures, elle a déjà fait 5 heures. Elle n'a jamais affronté le démarrage en côte. Comme moi, je connais la ville. Oui. Parce que l'outil connaît la ville. Va donc, pendant votre trajet, vous amener là où il y a une montée. Et quand il voit qu'il n'y a pas d'embouteillage, il vous demande de garer. Il vous dit garer à droite. Vous mettez le clignotant, vous garez. C'est juste pour vous faire arrêter et vous obliger à repartir. Après, un bon Camerounais va dire que je ne gare pas. Vous dit, non, mais il y a un moniteur. Il y a un moniteur. Oui. Et non, si vous ne garez pas, il n'y a pas de problème. Il sait que vous n'avez pas affronté la difficulté. Et dans votre trajet... C'est comme Google Maps. Il va vous faire... Si Google Maps te dit va à gauche, voilà, tu ne vas pas à gauche, il ne va pas arrêter la voiture. Il vous laisse partir, mais il va vous faire revenir. Vous allez revenir. Il va vous faire revenir sur ces trajets-là. Il vous fait travailler les difficultés pour que vous acquériez des compétences. Vous voyez donc avec ça, on aura, c'est l'espoir, on aura les chauffeurs qui ont des compétences nécessaires pour assurer la sécurité routière. D'accord. Merci beaucoup, notable Hugo Diouané. Je rappelle que vous êtes directeur général de la SPS, Service Prestation Sécurité. Ça a été un plaisir de vous avoir sur ce plateau. On va également dire merci à Odile Essama, entrepreneur. Notable Jean-Guy Zogo. Finalement, on a fini cette émission avec vous, hein. Non, disons que ce qui est intéressant, c'est l'outil. Mais je voudrais que les téléspectateurs retiennent que c'est la décision politique, l'orientation politique qui va en faire un outil d'amélioration des conditions de vie des Camerounais et donc d'amélioration de la sécurité routière. Parce que le couteau, si vous posez un couteau tout de suite, le couteau en lui-même n'est pas un problème, mais il devient une arme entre les mains d'un assassin. D'accord, merci. Comme ça, l'IA également. Merci beaucoup. On va également dire merci justement à notre notable. Son nom m'échappe. Comment il s'appelle Notable permanent. Vous voulez faire 10 000 ce matin? D'accord. Pierre Blériot-Némé. Vous voulez faire 10 000 ce matin? Non, quand même. Alors, pour vous dire que, dans tous les cas, au début de cette émission, il y en a qui m'incriguaient que je n'ai pas encore atteint 1000 abonnés. Donc, je vous propose ce matin de vous connecter sur ma page officielle. C'est laquelle? De laquelle il y en a 50. De Claudia Nza, officielle sur Facebook. J'ai pas encore une page YouTube. Non, si, j'ai une page YouTube que je n'utilise pas trop également. Je suis aussi sur TikTok de temps en temps. Donc, allez-y, abonnez-vous. Comment à mes différentes tu dis de temps en temps. Tu vas prendre le temps de bien leur dire. Dans tous les cas, je pense qu'aujourd'hui, je vais quand même traverser la barre des 1000 abonnés, non? Bon, je te le souhaite. Une page de 200 000 comme la mienne va booster la tienne. Je leur dirai. 200 000 personnes. C'est ce que tous les gens qui sont là-bas t'aiment. Personne n'est Est-ce que je veux que les gens m'aiment? Parce que... Les gens m'aiment. Bon. Ceux qui ne m'aiment pas, c'est leur problème. Moi-même, je m'aime. Ça. Et c'est avec cette bonne ambiance qu'on clôture donc la deuxième sortie de la semaine de votre émission La Grande Palavre. Ça a été justement un réel plaisir de partager cette tranche d'antenne avec vous. Je vous souhaite de passer une excellente journée. D'ici à là, portez-vous bien. Restez d'ailleurs en compagnie de nos programmes qui se poursuivent. À demain 10h. Au revoir.